Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours avec un plaisir inouï que je vous retrouve chaque semaine pour le décryptage de l'actualité sur BNews. Le 8 janvier 2023, les Béninois seront aux urnes pour élire les députés de la 9e législature dans les états-majors des formations politiques, tant de l'opposition que de la mouvance présidentielle. C'est déjà l'effervescence. Pour certains députés de la mandature finissante, c'est la grande incertitude sur leur positionnement ou non sur la liste de leur parti politique. Que va-t-il se passer donc en 2023, certains caciques connus pour leur présence sur la scène politique béninoise depuis plusieurs décennies déjà risquent-ils d'être conduits à une retraite politique? Nos analystes feront le décryptage. Et puis en second sujet, nous allons aborder la fusion annoncée entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste. Les choses semblent se préciser. Laurent Tonikès, bonjour. Paul Danobé, bonjour, bonjour aux amis internautes. Avec vous sur ce plateau, Cyriac Dekenou, qui est le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Merci Cyriac d'être venu. Kofi Paul Danobé, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Vous l'avez appris certainement, le député Rachidi Gbadamansi a indiqué qu'il est même prêt, qui n'est pas forcément contraint ou qui ne tient pas forcément à participer aux législatives prochaines et qu'il serait même prêt à battre campagne pour son éventuel remplaçant. Du coup, les Béninois se demandent si c'est le renouvellement de la classe politique qui crée cette psychose dans les cœurs. En fait, il ne faut pas prendre au premier degré cette déclaration de l'honorable Rachid Gbadamansi. Mais il faut plutôt quand même, disons, analyser ça au sens figuré parce que le langage politique et diplomatique voudrait que lorsque l'on vous interroge sur une question aussi essentielle quant à votre participation ou non à une élection, que vous puissiez quand même, même si vous manifestez la volonté que vous ne sautez pas très tôt pour dire oui, encore que vous savez que tous les leviers en ce qui concerne le positionnement, votre positionnement dépend de quelqu'un qui, du haut de son fauteuil, peut décider si vous serez candidat ou pas. La vie politique actuelle au Bénin ne se présente plus comme ce fut le cas par le passé, parce qu'à partir de 2018, il y a eu des réformes politiques qui ont permis à ce que nous puissions assister au vote de nouvelles lois électorales. Et ces nouvelles lois électorales ont fait que les formations politiques, les mini-formations politiques, les micro-partis politiques ont disparu pour laisser place à de grands ensembles. Et ces grands ensembles aujourd'hui ont pour nom l'Union progressiste et le bloc républicain. C'est vrai qu'il y a d'autres formations politiques qui se sont ajoutées, mais qui pour l'heure n'ont pas encore quand même, disons, de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et lorsque l'on sait que c'est Patrice Talon qui est le chef de file de cette mouvance présidentielle et qui peut décider à tout moment de qui sera candidat ou pas, c'est tout à fait normal que chacun d'entre eux soit jusqu'à présent dans le doute. Et on sait comment est-ce que, de par quand même, disons, sa maîtrise de cette classe politique, Patrice Talon a su mettre en retraite politique des gens comme Kofi Nago, des gens comme Idi Kolaole, des gens comme quand même, disons, Zizinokwe, Bruno Amoussou et autres, qui étaient pourtant des acteurs politiques inamovibles de la classe politique béninoise. Donc, si les gens ont de craintes, si les gens doutent aujourd'hui, c'est tout à fait normal parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la dernière minute. Et Patrice Talon, contrairement à tous ses prédécesseurs, maîtrise réellement, quand même, disons, toutes les formations politiques qui le soutiennent et qui sont autour et qui gravitent autour de sa gouvernance. Il ne s'agira pas pour quelqu'un de dire je veux être candidat et j'irai. Et il ne s'agira pas non plus, dans un contexte pareil, pour quelqu'un de démissionner de l'un des blocs de la mouvance présidentielle pour peut-être, disons, aller gonfler les rangs de l'opposition. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, tous ces éléments conciliés font qu'aujourd'hui, il est difficile pour eux de se taper la poitrine pour dire je serai candidat, je ne serai pas candidat. Mais il est vrai que tout un chacun d'eux nourrit ce désir secret, surtout lorsqu'on sait que des gens comme Rachid Gbadamansi, sans pour autant leur manquer de respect et bien d'autres, sont des acteurs politiques carriéristes qui, depuis près de 20 ans à 25 ans, ne font que de la politique. Et la politique est devenue, quand même, disons, leur principale activité, leur business. C'est difficile aujourd'hui, dans un contexte où Patrice Talon, comme on le dit, a quelque peu serré tous les leviers de la politique béninoise, de pouvoir quand même dire je serai candidat, je suis sûr d'être candidat, je suis sûr d'être à l'Assemblée au cours de la prochaine mandature.
Laurent Toninquez, vous avez vu Bruno Amoussou, Antoine Idjikola Olé quitter les instances dirigeantes de l'Union progressiste. Est-ce que ce sont ces faits qui ont amené le député Rachidi Gbadamassi et bien d'autres dont nous n'avons pas encore eu écho à désister déjà quant à leur positionnement, à leur participation aux prochaines législatives? Alors j'ai envie de dire, il faut demander aux acteurs politiques de cesser de nous blaguer. Gbadamassi parle comme si en réalité aujourd'hui il a tous les pouvoirs de pouvoir s'imposer pour être candidat en 2023. Sachant qu'au cours des derniers mandats, en tout cas des derniers régimes, notamment régime Mathieu Kékou et Boniaï, il faisait le chantage politique pour être positionné. N'oubliez pas que quand il y avait une élection, chaque fois, il sortait en tout cas des populations de Parakou pour montrer que c'est lui le frère leader de Parakou, bien évidemment, comme s'il avait le titre foncier de Parakou. Donc on a vu ça. Mais ils savent, il est bien conscient qu'avec Patrice Talon, ça ne se fait pas. Il est bien conscient que le maître à jouer, le dernier à décider, il reste et demeurera Patrice Talon. Il n'est pas chef aujourd'hui. Et en l'état, quand on regarde la configuration politique, Cyriac fait bien de le préciser, quel acteur politique aujourd'hui peut oser se taguer de dire, taper la poitrine et dire je serai candidat en 2023. Je n'en connais pas jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce que le dernier mot, la dernière décision revient et reviendra toujours à Patrice Talon tant qu'il est là. Et donc, vous voyez, ce que dit Rachidi Gbadamassi en réalité, c'est une stratégie de communication en réalité. Quand vous regardez les publications au cours de la semaine, vous allez voir Matinal qui écrit Gbadamassi prêt à céder sa place, et puis le même jour, Damaro qui écrit Gbadamassi remet son sort à son parti politique, et puis le lendemain, le 3, on voit Gbadamassi et Benina Libéré titré voici la position de Gbadamassi, et puis vous allez voir le 4, le même quotidien, Benoît Libéré vient dire qui a dit que Gbadamassi n'est pas partant. Et après un autre journal qui décrit que avec Gbadamassi que le BR aura la majorité à Parakou. Donc vous comprenez qu'en réalité le monsieur ne vous présentez un scénario. C'est un scénario. C'est un scénario parce qu'il est bien conscient que dans une certaine mesure, la volonté du chef de l'État, en tout cas pour les infos qu'on a reçues, qu'on a pu gagner ça et là, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ne seront plus positionnés pour permettre à la jeunesse d'être positionnée. Mais il y a certains de ces acteurs qui vont passer par la presse pour montrer que c'est eux les détenteurs des titres fonciers de certaines circonscriptions électorales. Et c'est dans cette stratégie que se retrouve Gbadamassi. Je pense que dans une certaine mesure, que les gens comprennent que en fait, c'est un peu comme dit, la bête est atteinte. Donc il faut que la bête essaie de se débattre dans une certaine mesure. Parce que le monsieur comprend clairement que oui, à la lui vont les choses. Si on a pu mettre Martin Nago à la touche, il dit quoi à la touche, le Renard de Diakotomé à la touche, quand serait-il d'un Gbadamassi qui en réalité, en fait, il y a une catégorie d'acteurs politiques dans le pays qui surfent sur la pauvreté des populations. Il ne suffit pas d'aller donner des sacs de riz, des sacs de maïs ou bien quelques billets aux populations chaque fois pour montrer qu'on est l'homme le plus social de sa localité, pour montrer qu'on travaille. Un député a bien une mission. Alors, et en termes de mission, en quoi est-ce que ceux-là ont-ils été vraiment utiles pour leur communauté? Quand on parle de député, Gbadamassi, regardez, faites la somme de tout ce qu'il a eu comme mandat à l'Assemblée nationale. Quand vous faites la somme et vous faites le bilan, tout ça, vous posez la question finalement de savoir, en dehors de ce que, les considérant comme deux acteurs politiques, ils se sont battus pour les intérêts, est-ce qu'ils ont vraiment été utiles pour la société? S'ils ont été utiles pour la société, mais Laurent Toninquez, je reste avec vous. La question du renouvellement de la classe politique est agitée aujourd'hui dans toutes les chapelles politiques. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que ces derniers passent le témoin aux jeunes aussi qui quand même ont besoin de temps et d'opportunités pour faire leurs preuves? Je suis d'accord avec vous parce qu'on a besoin d'un vrai débat de développement à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu pour la dernière législature, ça n'honore pas notre pays. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ce qu'on a vu pour cette dernière législature n'honore pas le Bénin. Parce que des députés, même si en réalité, vous avez eu un bienfaiteur qui vous a sorti de nulle part. Je veux même oublier les anciens députés, les carriéristes qui sont restés là, qu'on connaissait déjà. Mais ceux-là qu'on a sortis de nulle part, qui sont députés, mais qui n'ont même pas pris la parole une seule fois.
je crois que dans une certaine mesure, tout cela, il faut les balayer de l'Assemblée nationale et permettre à d'autres jeunes qui ont le potentiel, qui peuvent prendre la parole. On ne dit pas de venir jouer les opposants à tout vent à l'Assemblée nationale, mais sur les questions essentielles de leur communauté. Quand je prends Kalavi à tout hasard, on va me faire le reproche de ce que je dis, ce que je pense. Mais quand je prends Kalavi, par exemple, quand je prends la 5e, Alada, Tofo, Tori, Pomase, Ouida, les députés qui sont dans cette localité, allez visiter cette localité, les problèmes que les communautés ont. Mais aucun d'eux n'a pris la parole pendant 5 ans, pendant 3 ans, pour soulever les véritables problèmes de leur communauté. Et c'est ça, de ça qu'il est question. Et je pense que, quand vous regardez, notamment la 5e, il y a des gens qui sont députés plusieurs fois. Et qui sont les véritables problèmes de leur commune. Soit ils sont dans les cours de décision de maire, soit ils sont dans les cours de non-positionnement de tel acteur qui pourrait être élu pour faire l'affaire. Et donc, il y a tellement de choses à régler. Et je crois que ceux qui sont là avant, qui n'ont pas pour autant été utiles pour nous, et qui vont à l'Assemblée nationale, on sait comment ça se passait sous Boniaï, bien évidemment à l'Assemblée nationale, avec les chantages politiques qu'on avait à tout vent, parce qu'ils allaient là-bas, c'est comme, d'ailleurs même des députés qui sont opérateurs économiques à la limite, bien évidemment, parce qu'ils veulent avoir des marchés, parce qu'ils veulent chanter. C'est vrai que sous Patrice Talon, ça a diminué. Ça a diminué, on a pu sentir les mêmes trucs. Là, d'ailleurs, même, ils sont tous là à se plaindre parce que le monsieur, comme il a dit, Cyril l'a dit, beaucoup de leviers sont contrôlés, ils sont serrés, et donc ils n'ont plus cette possibilité de faire du chantage ou bien de se faire les affaires comme ils voulaient. Mais je pense que dans une certaine mesure, oui, il faut renouveler la classe politique. Mettre à l'Assemblée, et c'est ça, ça doit être le combat de la population, du peuple en 2023, en janvier 2023, que les Béninois comprennent qu'en réalité, au-delà de tout, il faut voter pour des gens qui pourront véritablement prendre la parole à l'Assemblée nationale. Le député a deux rôles et deux missions essentielles. Contrôle de l'action du gouvernement, vote des lois. En termes de vote des lois, oui, ils ont voté des lois. On dira que la 8e législature a un bon, en tout cas, bilan en termes de vote des lois, même si on sait que certains députés parmi eux ne peuvent pas comprendre, n'arrivent pas à lire les lois qu'ils ont votées et ne peuvent pas les expliquer aux populations parce qu'on les a vus aller à l'Assemblée, à la Sénat dans ce pays, poser des questions au président de la Sénat, lui demander de leur expliquer une loi qu'eux-mêmes ils ont votée à l'Assemblée nationale. Donc, il y a tellement de choses à régler et je pense que oui, il faut renouveler. Ceux qu'on a vus les trois dernières années, c'est des gens, la grande partie, il faut les balayer pour que d'autres personnes viennent pour un véritable débat de développement pour notre pays. C'est-à-dire que Laurent Toninkès pense que la mandature finissante à l'Assemblée nationale n'honore pas le Bénin. Pour le compte de la 9e législature, quel est le type de député que vous autres attendez au sein de ce Parlement? Vous savez, avant quand même d'aborder la question du type de député que nous attendons, puisque c'est un problème qui se pose toujours à la veille d'une élection législative, il faut revenir également aussi sur ce qu'il a dit. C'est vrai, ce type de Parlement, effectivement, n'honore pas le Bénin. Et je me rappelle encore quand même de ce discours de Patrice Talon avec Emmanuel Macron au cours de leur point de presse conjoint. Oui, vous voyez, lorsque le journaliste français lui posait la question de savoir est-ce que cela suppose la libération des détenus politiques et bien d'autres, Patrice Talon, en globalisant, a dit ceci, que c'est vrai que au cours de ces dernières années, il semble que notre image semble être quelque peu écorchée en évoquant la question de démocratie et de droits de l'homme. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on parle des questions de démocratie et de droits de l'homme, c'est que l'on a une Assemblée nationale où il y a effectivement une force d'opposition, une force mouvancière. Vous voyez, ce que nous avons connu ces dernières années, ce n'est pas un bon cliché pour le Bénin. Pour la petite histoire, je vais vous conter rapidement cette petite anecdote où j'ai un député qui représentait le Parlement béninois dans une institution internationale. Puisque le Parlement béninois désigne ses représentants dans des institutions CEDEAO, UEMOA, et Parlement panafricain et bien d'autres. Ils étaient arrivés lorsque le président du dit Parlement, et je peux le certifier, ça s'est passé au niveau du Parlement panafricain, lorsque le président du Parlement panafricain, puisque lorsque vous êtes nouveau député élu représentant votre pays, on vous montre à vos pairs au niveau du Parlement panafricain. Donc lorsqu'ils étaient venus et que le président les recevait dans son bureau, oui, les nouveaux députés béninois élus, il leur a dit ceci, il a dit, franchement, vous, j'avoue que tout le monde parle mal de vous. Tout le monde parle mal de vous. Et vous n'avez pas l'image des gens qui sont de réels représentants de leur peuple. À ce qu'il leur a dit. Je m'en arrête là. Beaucoup pour remettre en cause leur légitimité. Pour remettre en cause leur légitimité. C'est un vrai problème. Et il ne faut plus que nous assistons à ça. Maintenant,
quel est le type de député que nous devons avoir? Le type de député que nous devons avoir, ça doit être véritablement des députés qui, c'est vrai, ne sont pas des députés mangeurs d'arachide au Parlement, comme on l'a connu par le passé, ni des députés cascadeurs, tapeurs de batterie et bien d'autres, non. Mais tout au moins, des gens qui apportent quand même, disons, de nouvelles idées. Un député est décédé dans une circonscription donnée, et même dans sa circonscription, les gens se demandent, mais écoutez, nous là, on ne le connaît pas. Est-ce qu'il y a un député ici? Vous voyez? Et cela se pose vraiment, cela suppose qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des députés qui, aujourd'hui, se battent réellement aux côtés de leur population. C'est vrai que par le passé, il y avait le clientélisme, il y avait quand même, disons, les financements occultes et autres, les marchés publics et bien d'autres. Et chaque député était allié derrière un ministre donné. Et on savait quand même, disons, ce qui se passait. Les tours dans les bureaux de ministres les vendredis pour pouvoir prendre des bons d'essence et puis des chèques et bien d'autres choses. Et les chantages que l'on faisait à des chefs d'État en suscitant quand même, disons, une certaine révolte ou bien rébellion en quelque sorte, ou bien dissidence au sein des partis de la mouvance présidentielle, pour qu'en retour le chef de l'État appelle pour dire ok, prenez l'argent et allez organiser un meeting à tel endroit. Patrice Talon a mis un thème à tout ça. Et cela voudrait dire quoi? Tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est quoi? Ce que nous observons nous révèle en réalité le type de classe politique que le Bénin a construit depuis 1990. Parce que depuis 1990, tout le monde, que ce soit des jeunes gens ou de vieux, tout le monde a perçu quand même, disons, la politique comme le champ dans lequel on y va pour faire de l'argent, pas pour défendre des idées. Et ce qui a fait que lorsque vous avez quelqu'un qui, lui, il est venu et a mis un thème à tout ça, c'est tellement parce que lui aussi, par le passé, était quand même, disons, l'un des grands bailleurs de ces formations politiques. Il a contribué à ce qu'on assiste à cette gabégie au sein de la classe politique. Mais quand lui-même il est venu, il a eu vraiment du mal à supporter que des gens lui fassent de chantage, des gens que lui-même il a contribué à fabriquer, à positionner, à faire rentrer dans l'arène politique. Donc ce que nous voulons des jeunes gens, pas forcément, puisque la jeunesse c'est aussi dans l'esprit, mais des gens qui sont quand même, disons, susceptibles de pouvoir faire des propositions de loi, de pouvoir faire de véritables lois, que ça ne soit pas des députés qui disent quand même, disons, à tout de go, oui, à tout projet de loi apporté par le gouvernement, que ça ne soit pas des gens qui quand même, disons, en quelque sorte, vont dire non, lorsque la commission des lois travaille, c'est fini. C'est fini. Et le langage aujourd'hui, c'est quoi? La loi a été votée à l'unanimité des députés présents. Ce qui voudrait dire quoi? S'ils sont à peine 10, c'est à l'unanimité des députés présents. Donc on ne veut plus assister à ça. Et que l'on puisse quand même, disons, renouveler la classe politique. Parce que nous voyons ce qui s'est passé au Sénégal. Et ce qui s'est passé au Sénégal doit être quand même, disons, un signe avant-coureur. Et que l'opposition, elle aussi, en ce qui la concerne, puisse se préparer véritablement. Puisque la question aujourd'hui du renouvellement de la classe politique ne concerne pas que les partis de la mouvance présidentielle. Mais ça concerne aussi quand même, disons, ces formations politiques de l'opposition. Et justement, j'ai envie de demander à Laurent Antonin Kess, vous l'avez déploré, la mandature finissante ne compte aucun parti de l'opposition. Est-ce que pour la mandature qui s'annonce pour 2023, les Béninois peuvent déjà s'attendre à ce que des partis de l'opposition se fassent représenter au Parlement? C'est une question que vous posez, une question assez pertinente. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est vrai que les populations ont envie certainement de changer la donne. Mais est-ce que les acteurs politiques de l'opposition sont prêts? C'est là la question. J'ai vu un journal... À votre avis, ne le sont-ils pas? Attendez, j'ai vu un journal ce matin titré, le Matin Libre notamment, dit... parlant du cas de la France où Emmanuel Macron a perdu la majorité, et parlant du cas du Sénégal où Macky Sall n'a pas eu la majorité absolue, dit que la rupture des soucis à se faire. Mais je pense que dans le cas du Bénin, la rupture n'a pas de souci à se faire jusqu'à ce que les Béninois, en tout cas les opposants, comprennent l'enjeu et se mettent ensemble. Je vous explique, terre à terre. Pour en arriver à battre Emmanuel Macron dans les urnes, il a fallu que Mélenchon et autres aillent en alliance, bien évidemment, pour le battre. Quand vous allez au Sénégal, pour pouvoir battre, pour pouvoir empêcher Macky Sall d'avoir la majorité absolue, c'est qu'il y a eu deux coalitions, notamment avec Ousmane Sonko et Abdoulaye Wade, l'ancien président. Au Bénin, qu'est-ce qui se passe? On apprend que l'UP, en tout cas, va absorber le PRD, désormais. Tout à fait, et c'est d'ailleurs le second sujet de cette émission. Après ça, c'est-à-dire que le BR, certainement, aura aussi d'autres partis. Le BR avait déjà pris l'UDBN pour se renforcer. Pendant qu'au niveau de l'opposition, on a des partis de départements, de communes, même de quartiers.
C'est-à-dire que vous allez prendre un parti, quelqu'un qui vous dit qu'il a créé LNA, alors que même dans son département, il n'est pas assez représentatif. Vous prenez quelqu'un... Vous parlez de la Nouvelle Alliance, le parti de... Je ne connais pas la définition, bien évidemment. Peut-être que vous m'aidez à connaître. Il y a quelqu'un qui a créé GSR, qu'on ne connaissait de nulle part. Il y a aussi le NF... Attendez, j'en viens. Et donc, il y a quelqu'un qui est RE, qui demande aux gens de boycotter les élections. RE, réinsérer l'espoir de Azanaï, qui demande de boycotter les élections. Qui a eu le même langage depuis 2019. Alors, quand vous regardez ces discours et les partis qui sont créés de façon éparse dans les départements, des communes ou bien des localités, et que vous regardez l'ambition du chef de l'État d'avoir la majorité, bien évidemment, vous avez des soucis à vous faire pour l'opposition. Et donc, on risque d'avoir, au soir du 8 janvier 2023, 100 députés pour la majorité présidentielle et 9 pour l'opposition. Malheureusement, je ne dis pas que c'est ça, mais tant qu'ils ne vont pas se mettre ensemble, parce que regardez un peu le schéma. Le parti FCBE a eu 10% aux élections de 2020. Pourquoi? Parce qu'en l'absence d'opposants, en tout cas digne du nom, c'est-à-dire que les gens ont considéré FCBE étant un parti d'origine appartenant à Boniaï, les gens ont voté pour eux. Mais l'absence des démocrates aujourd'hui peut mettre en difficulté les FCBE. Mais aussi, longtemps que les FCBE aussi ne vont pas se prendre au sérieux, c'est qu'ils vont émietter les voix un peu partout. Ils vont se retrouver affaiblis au soir des élections. Et les deux partis de la mouvance UPBR qui ont réussi à absorber, puisque moi, au Bénin aussi, s'ils ne savent pas fait, ils finiront par être absorbés, bien évidemment, parce qu'on sait que, tel qu'ils parlent, ils sont élites, d'accord, mais quel bilan ont-ils, quelle représentativité ont-ils pour prétendre avoir les 10%? C'est difficile de l'avoir. Mais on sait que UPBR ont eu, en tout cas, un électorat constant, plus ou moins. Regardez le score du parti en 2016, ça n'a pas changé pour autant en 2019, les 27%. On a peut-être eu quelques fois de plus. Quand vous venez à 2020, quand vous regardez les résultats obtenus par les différents partis, les 5% pour le PRD, les 2% pour l'UDBN, et que vous enlevez le total, en tout cas vous enlevez les scores, en tout cas les scores obtenus par UPBR, vous vous rendez compte que, bien évidemment, il y a matière à dire que oui, le score n'a pas changé pour autant. C'est relativement constant. Et vous venez en 2021, Patrice Talon aux élections avec Talata Tchabizime. Regardez le score, allez regarder les chiffres. Ça n'a pas pour autant changé. Ça veut dire que ces deux partis ont déjà un acquis. Maintenant, si le PRD en arrive réellement à fédérer, en tout cas être avec l'UPBR, ajouter les 5% du PRD qui s'ajoutent au score de... Les 5% théoriques. Théorique, mais attention, oui, on sait que théoriquement c'est ça. Mais au-delà de tout, si les gars du PRD, puisque le PRD a eu la majorité dans Porte-Nouveau, si les gars du PRD sont majoritairement positionnés à Porte-Nouveau, ne soyez pas surpris qu'on ait de bons résultats là. Et les 2% de l'IDBN qui vont s'ajouter. Et si en temps le mois, ils venaient s'ajouter, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Donc, les opposants aujourd'hui ont l'obligation de se mettre ensemble. Autrement, ils vont perdre encore les élections. Mais dans ce cas, ce ne serait plus la faute du gouvernement, mais ce serait la faute. Parce qu'en Gambie, il n'y a jamais pour être battu. Les gens ont dû se mettre ensemble en coalition pour aller le battre. Ils ont été obligés de dépasser leur ego pour aller aux urnes pour le battre. Quand vous allez au Nigeria, Goodluck Jonathan, pour le battre, les opposants ont dû se mettre ensemble en coalition pour le battre dans les urnes. Donc, aussi longtemps que nous aurons des partis où des gens opposants vont dire n'allez pas aux élections, boycotter, ou des gens vont dire oui, c'est moi, mon parti qui est le meilleur, alors qu'il n'est même pas représentatif dans son département d'origine, ça pose un problème. Donc, rassurez-vous, c'est la victoire pour les opposants. Avec ce schéma qu'on voit, ce n'est pas pour demain. C'est vrai que nous, Laurent Tonnikès l'a évoqué, le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste pourraient fusionner dans le cadre des législatives de 2023. Les discussions semblent avancer désormais et la déclaration est même annoncée pour ce week-end, sauf changement de dernière minute. Non, je pense que nous sommes quand même, disons, dans la ligne droite de ce que nous avons un chef d'État qui, en tant que chef de file de la mouvance présidentielle, essaye un tant soit peu de mieux fédérer autour de lui les forces politiques qui l'entourent. Et c'est vrai que c'est une leçon politique que, en quelque sorte, Patrice Talon est en train de donner à ceux qui certainement l'ont précédé au pouvoir. Ou aussi, quand même, disons, à ceux qui sont ses adversaires en face. Parce que faire cette réussite-là, en ce qui concerne le fait d'abord pour le bloc républicain d'absorber l'UDBN, et le fait maintenant aussi par la suite que Maître Adrien Humbedi aussi accepte finalement, alors qu'on sait que lorsqu'il s'agissait de la dynamique unitaire, qu'il a été réfractaire à toute décision de fondre sa formation politique dans le bloc républicain. Donc on sait que il est en train de poser un très bel acte qui aujourd'hui ne doivent pas en réalité
mettre l'opposition quand même, disons, dans le silence. Mais l'opposition doit quand même savoir que aujourd'hui la nécessité, c'est de se lever. Maintenant, que représente aujourd'hui le PRD de Maître Adrien Goumbedi? Beaucoup de choses, puisque le PRD de Maître Adrien Goumbedi dispose de ministres au sein du gouvernement. Le vice-président, le vice-président de la chancellerie nationale est du PRD. On sait aussi que le directeur de cabinet et bien d'autres cadres quand même, disons, de l'administration publique sont aussi du PRD. Et qu'on le veuille ou pas, cette relation quelque peu quand même, disons, ambiguë entre Maître Adrien Goumbedi et puis Patrice Talon ne date pas d'aujourd'hui, puisque pour la petite histoire, on sait qu'en 2015, qui n'aurait jamais été président de l'Assemblée nationale, si, quand même, disons, Patrice Talon n'avait pas financé beaucoup plus pour que le bloc autour de lui puisse se fédérer pour le porter contre un certain Komi Koutié. Donc aujourd'hui, lorsque vous ajoutez cette force politique que représente le PRD dans les départements de l'Ouémé, dans le plateau, et dans une large partie quand même, disons, du littoral et de l'Atlantique, on sait que additionné aujourd'hui aux difficultés que peut avoir une formation politique comme l'UP dans ces différentes zones, c'est qu'on est parti quand même, disons, pour que l'Union progressiste puisse demeurer la première force politique en République du Bénin. L'autre aspect de la chose que beaucoup de personnes peut-être n'analysent pas, c'est le fait qu'on l'avait prédit ici, sur ce plateau, que beaucoup de choses sera déterminée, c'est-à-dire la succession de Joseph Djogbenou déterminera beaucoup de choses. Puisqu'on sait qu'au niveau de l'UDBN, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est le fait que finalement, en acceptant quand même, disons, se fusionner au bloc républicain, on a vu que les qualités quand même, disons, d'Amazon, de Claudine Prudence ont été récompensées un peu plus tard. Aujourd'hui, elle est présidente de l'INF. C'est vrai que ce n'est pas quand même, disons, une totale satisfaction. Cependant, on voit déjà que quelqu'un, certainement, dans les prochains jours, atterrira sur le siège de président de la Cour constitutionnelle. Et ce sont des éléments qui, aujourd'hui, militent largement, quand même, disons, à sa faveur. Quel devait être le rôle de l'opposition béninoise? Le rôle de l'opposition béninoise, c'est de s'inspirer de ce qui se passe en face et de s'inspirer aussi de ce qui se passe autour de nous. C'est vrai qu'au sein de la classe politique aujourd'hui, on note quand même, disons, une certaine paix retrouvée, même si elle est quand même, disons, apparente. Le 1er août a été célébré d'une façon vraiment, disons, très festive, dans l'union, dans la symbiose. C'est comme le symbole de la Jatroué. Cependant, il ne faut pas se voiler la face, parce que vous demeurez toujours adversaire politique. Et Patrice Talon ne fera de cadeau absolument à personne pour venir perturber son fin de mandat. Et lorsqu'on sait... Sa fin de mandat. Et lorsqu'on sait que les fins de mandat sont les périodes les plus délicates et les plus difficiles à gérer pour les chefs d'État en exercice, c'est que Patrice Talon, qui par le passé a été un grand bailleur des forces politiques d'opposition et de la mouvance, ne se laissera pas faire. Donc, lorsqu'on s'appelle parti les démocrates, et qu'on voit déjà le piège venir, le piège qui vient, c'est quoi? C'est que Mbonu Yahi, qui a été proposé par Patrice Talon, qui est aujourd'hui médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne, aujourd'hui n'a plus forcément quand même, disons, les coups de France pour pouvoir s'investir sur la scène politique aux côtés des démocrates. Alors qu'on sait que c'est l'homme du peuple, un homme très populaire. Au même moment, il y a aussi des actes qui sont en train d'être posés. Le rapprochement qu'il y a eu, on a vu même un certain Khouré qui est resté très radical et très opposé à la gouvernance. Son fameux DID. Ouais, c'est-à-dire du président Patrice Talon. Mais lors de la commémoration du 62e anniversaire. Mais qui était quand même, disons, au 1er août. Oui. Donc, lorsqu'on voit tout ça, c'est qu'il y a quand même, disons, une paix que nous saluons. Cependant, il faut savoir que nous sommes toujours dans le champ politique où vous demeurez adversaire. Quand vous avez des Rikiat Madougou qui sont toujours encore en détention, quand vous avez des gens qui sont encore en exil, il ne faut pas sacrifier quand même, disons, la liberté de ceux-là sous le dos, peut-être, disons, de certains intérêts personnels, même si on sait que Soglo ne serait pas véhément, ne serait pas quand même, disons, opposant farouche au régime du président Patrice Talon s'il avait son fils au pays, certainement. Parce que les Soglons, on les connaît, on sait comment est-ce qu'ils s'arrangent toujours pour être à la fois avec un régime et être aussi du côté de l'opposition. On sait qu'un Mbonu Yahi ne serait pas aujourd'hui farouche opposant au régime du président Patrice Talon s'il avait autour de lui les Komi Koutié et autres qui ont été ses fidèles et autres. Donc on sait beaucoup de choses. Que l'opposition s'unisse, pas forcément en un bloc, mais qu'ils acceptent. Mais le contexte du Bénin, qui est différent du contexte français et du contexte sénégalais, c'est qu'au Bénin, il y a la question des 10%. Bien évidemment. Là-bas, au fait, c'est facile pour les gens de lever des sièges dans leur circonscription électorale, dans leur quand même, disons,
fief, sans pour autant atteindre l'objectif des 10%. Les 3 qui sont sortis, notamment le célèbre journaliste qui s'est lancé en politique et bien d'autres qui aujourd'hui sont devenus des faiseurs de roi, ne seraient jamais députés aujourd'hui s'il y avait la question des 10%. Donc cette question des 10% doit obliger aujourd'hui les partis politiques d'opposition à, premièrement d'abord, exfiltrer de leur rang ceux qui sont des espions et qui pour la plupart... Comment les reconnaître? Mais écoutez, au fait, je vais d'abord vous donner quelques indices. On va y aller très rapidement. Lorsque vous avez quelqu'un qui déjà à la veille de chaque élection présidentielle vous demande de boycotter, et puis on finit quand même, disons, ne fait absolument rien, mais ne fait... On peut considérer celui-là comme un espion. Que distrait, sachez que celui-là est un potentiel espion. Soit il est à votre service, soit il est au service de celui qui est là-bas de l'autre côté. C'en est un. Il nous avait promis d'aller chercher Patrice Talon le 6 avril. On était resté là en pensant que... Donc vous aviez espéré le voir. Nous autres, on était restés là. Et je disais à mon patron, ce ministre disait... Bon, quelqu'un avait dit que Patrice Talon serait cherché. Prions, union de prier. Mais malheureusement, il n'est pas allé le chercher. Donc, celui-là, je le considère plutôt comme un amuseur de galerie politique. Mettons-le de côté. Il y a aussi un fait. C'est à la veille d'une élection communale que les gens ont pu arracher les FCBE à Bouriaï. Et ceux-là qui aujourd'hui sont quand même, disons, les FCB en quelque sorte une opposition mal considérée qui aujourd'hui n'a plus même, disons, cette considération politique aux yeux des gens, puisque on considère beaucoup plus les démocrates en parlant de force d'opposition. Politique de l'opposition. Ceux-là également aussi doivent les inspirer. Le cas Irénée Agossa à la veille d'une élection présidentielle. Parti orange. Ouais, le cas Irénée Agossa et puis Koraté Kowe, bon, 2 candidatures que je n'ose pas qualifier, doivent quand même, disons, les inspirer et doivent savoir que même jusqu'à la dernière minute que des gens... Donc il ne faut pas que ça soit à une semaine des élections qu'une formation politique, dite d'opposition, qu'on appelle les démocrates, se mettent maintenant à discuter des sièges et des questions de positionnement. Ce serait très grave et préjudiciable pour eux. Ce qui est sûr, le Bénin continuera, que ça soit avec eux ou sans eux. Laurent Tonning Keïs, avec cette fusion, les Béninois feront face désormais au tandem Diabouénou, Rungweji. De quoi renforcer l'hégémonie de la mouvance présidentielle encore sur les formations politiques de l'opposition. Oui, je crois que quand on voit Diabouénou avec Rungweji ensemble, la preuve, je vous ai dit que Rungweji c'est 5% pour les élections communales, qu'on ne le veuille pas. Et quand on regarde la présence dans la 6e, le PRD était un parti assez influent, bien évidemment. Aladja, je crois, Gbadamassi, non. Oui, elle est encore là. Hein, donc, il y a cette présence du PRD dans cette... Même si on peut reprocher qu'en 30 ans, cette formation n'a pas pu avoir les 10%, c'est qu'il y a une présence du PRD à bien des niveaux. N'oubliez pas que le PRD a été fragilisé et que beaucoup de ces lieutenants, quand même, disons, sont partis renforcer le BA et puis l'Union progressiste. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les acteurs de l'opposition doivent pouvoir regarder ce qui se fait. Vous savez, Patrice Talon est un fin stratège. En 2019, on lui a reproché le fait de n'avoir pas permis au parti d'aller aux élections. Mais vous allez voir qu'à l'avènement au fur et à mesure qu'on s'approche de 2023, beaucoup de partis criaient comme ça, sur un coup de tête par certains acteurs politiques. C'est ce que, permettez que je le dise comme ça, quand on voit les conditions dans lesquelles Théophile Yarou allait créer son LNA, on se pose des questions. Quand on voit comment GSA a été créé, on se pose des questions. Quand on voit comment est-ce que l'autre a créé leur parti, ils sont allés aux élections, il a dit, René Agossa est redevenu subitement candidat fantôme et pour certainement arranger les choses. Et c'était l'autre fois, nous pouvons aussi sortir sa formation politique. Non, mais lui, il dit qu'il va rejoindre l'Union progressiste ou je ne sais quoi. Donc, quand on regarde comment est-ce que ces acteurs... On peut classer ceux-là dans le lot de ceux que vous appelez des amuseurs. Et donc, quand on regarde tout ça, et que Patrice Talon, autant de formations politiques de l'opposition ont de récépissé et prétendent avoir la possibilité d'aller aux élections, c'est qu'il y a alors une stratégie pour les affaiblir. On vous aura compris. Laurent Tonning Keïs, je rappelle que vous êtes journaliste à Eden TV. Merci d'avoir participé à ce plateau. Vous avez fait le débat avec Cyriaque Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro.